règlement 14 de l'UEMOA a d'ailleurs fait l'objet d'une rencontre entre les ministres togolais et leurs homologues burkinabés. Et puis les Togolais vivant à l'extérieur veulent contribuer au développement de leur pays d'origine. Ils vont réfléchir aux différents moyens d'y parvenir à travers la grande semaine de la diaspora qui est à sa 3e édition cette année. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Direction Saint-Cassé dans les savanes où les ministres togolais en charge des transports et de la sécurité ont eu une séance de travail avec leurs homologues du Burkina Faso. Une rencontre élargie aux transporteurs et autres acteurs du monde du transport. L'application du règlement 14 de l'UEMOA concernant la charge à l'essieu et l'harmonisation des points de vue pour son application effective était le thème principal de la rencontre. Son compte rendu avec la correspondance de Désiré Aloy. Travail technique tripartite entre les ministres Nissaounion Femmes des infrastructures et des transports, Yark Damhan de la sécurité et de la protection civile côté Togo et leurs homologues de Burkina Faso élargi aux transporteurs des deux pays. Au centre des débats, l'application effective du règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes de procédure du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Le règlement peine à être respecté. Une harmonisation de vue s'impose donc pour sa mise en application. Après un contrôle inopiné dans la nuit du 8 au 9 juillet 2016, sur 41 véhicules passés à l'exercice, 39 ont déçu. Je voudrais dire au passage que durant la période que j'appelle d'expérimentation, de familiarisation du règlement 14, le Togo a décidé de faire l'impasse sur les amendes. À partir du 1er juin, nous avons appliqué intégralement le texte. Nous venons d'apprendre à travers cette réunion que au niveau du Burkina, c'est vrai, le règlement est rentré en application, mais avec une tolérance qui tourne autour de 20%. Cela veut dire que nous devons travailler encore pour que nous nous entendions sur s'il y a tolérance à appliquer, sur le niveau de cette tolérance à appliquer. Avec une tolérance de 20%, le Burkina Faso entend redresser la bague pour être un bon élève. Se passer des normes de pesage va à l'encontre des mesures sécuritaires et accentue la dégradation des routes. Je crois que les prochains jours, nous allons ajuster et pouvoir effectivement appliquer intégralement et de façon concomitante ce règlement 14 parce que cela, ça y va de la survie de nos économies. Il faut encore prendre d'autres prêts pour réaliser encore, pour entretenir ces routes, alors que cette masse d'argent pouvait aller dans l'éducation, dans la santé et autres choses prioritaires pour nos populations. Le patrimoine routier coûte très cher et il faut le préserver en se pliant aux exigences établies. Les camionneurs y voient un intérêt. Mais avec la réunion qu'on a eue aujourd'hui, nous sommes tellement très contents et on a bien compris ce qui se passe. Actuellement, nous faisons de telle sorte que nous allons s'assurer nos amis transporteurs et chauffeurs. Nous disons que si le transporteur charge moins, il a moins de risques. Nous incitons vraiment les transporteurs d'être au top au niveau du règlement 14. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le règlement 14, tout simplement parce que le tarif est resté là où il est. Il faudra voir vraiment le tarif.
Ces 10 dernières années, le Togo, par exemple, a investi environ 1400 milliards de francs CFA dans la réalisation du réseau routier. Et pour son entretien, 40 milliards de francs CFA déjà décaissés cette année 2016. La rencontre de Cotonou, prévue en septembre prochain, déclinera la conduite à appliquer effectivement dans l'espace UMOA. Le ministre Yark Damhan a informé les participants de la reprise très prochaine de la douane au PCJ de Saint-Cancé, couplé du service des sapeurs-pompiers. La visite du parc du poste de contrôle juxtaposé a mis fin à la rencontre de Saint-Cancé. Et je vous le disais également au titre, le Centre togolais des expositions et foires à Togo 2000 abrite depuis vendredi la première édition de la foire Made in Togo, un rendez-vous commercial pour la promotion et l'exportation des produits et services de jeunes entrepreneurs togolais. Une initiative officiellement lancée ce lundi par la ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé. Il faut noter que près de 90 exposants ont répondu à ce carrefour des affaires qui prendra fin le 2 août prochain. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Prudence Zidisso. C'est officiel. La première édition de la foire Made in Togo est ouverte par la ministre Legizim Balouki en charge du commerce et de la promotion du secteur privé. Cet événement hautement commercial est une opportunité d'affaires qui permet aux jeunes entrepreneurs de faire la promotion de leurs produits, chercher des partenariats et des débouchés. Sur le site sont exposées diverses variétés de produits agroalimentaires, cosmétiques et des inventions technologiques. Ismaël met aujourd'hui sur le marché la purée de tomates fraîches embouteillées pour aider les ménages. Il s'agit de purée de tomates naturelle dans un premier temps parce que aucun conservateur chimique n'a été ajouté, aucun produit, aucun additif, rien du tout. On remarque au Togo qu'à certains moments de l'année, le prix de la tomate est très élevé. Alors qu'à d'autres moments de l'année, on a tellement de tomates qu'on en jette. Donc nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas l'acheter en grande quantité quand il y en a beaucoup, les conserver et puis ensuite le mettre sur le marché à un prix stable qui fait que la tomate soit chère ou pas, les clients puissent avoir ce produit-là au même prix. Hyacinthe fait aussi partie des 87 exposants à cette foire Made in Togo. En 5 ans de recherche, il a mis au point une série d'innovations dans le système de commande d'électricité à distance avec le téléphone portable. Nous avons conçu ce système de commande à distance de l'électricité qui se configure sur le portable du client. Donc n'importe où que le client se retrouve, il peut allumer ses ampoules à la maison, ainsi qu'il peut commander tous ces objets qui utilisent de l'énergie électrique. La qualité et la pertinence des produits ont guidé le Centre togolais des expositions et foires dans le choix de ces jeunes entrepreneurs. Il faut être un opérateur économique togolais ou bien résident au Togo, mais travaillant sur la matière première locale ou bien utilisant des ressources humaines locales. En fait, il faudrait qu'on ait au niveau de la production, au niveau du produit, un input important venant du Togo. Ce rendez-vous commercial premier du genre permettra non seulement de faire connaître le label togolais, mais aussi de booster le volume des échanges commerciaux entre le Togo et les pays de la sous-région. Cette manifestation constitue un des moyens de faire rayonner l'image des produits de nos opérateurs économiques qui ne cessent d'innover dans ce secteur, de faire connaître le fruit de leur talent créateur au grand public et de stimuler leur consommation au niveau national, régional et international.
chers exposants, chers opérateurs économiques, en décidant de participer si nombreux à la toute première édition de la foire Made in Togo. Vous démontrez ainsi au gouvernement votre capacité et votre entière disponibilité à contribuer pleinement à la croissance et au développement économique de notre chère nation. Les officiels présents à cette foire ont apporté leur soutien aux exposants à travers une visite des stands. La foire se tient jusqu'au 2 août prochain. Et nous découvrirons dans nos prochaines éditions les exposants en détail avec leurs différents produits made in Togo. Le réseau panafricain des droits des femmes en lien avec le développement, WILDAF Afrique de l'Ouest, s'insurge contre le mariage précoce et forcé, une pratique qui expose la jeune fille à de nombreux risques, en l'occurrence les maladies liées à l'accouchement. Mais pour atteindre ces objectifs, WILDAF opte pour l'autonomisation de la jeune fille. Les précisions avec Komo Oyode. Dans ce sketch qui illustre si bien le fléau du mariage précoce et forcé, la jeune fille enfanta à l'âge de 12 ans. Et c'est monnaie courante dans nombre de communautés en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, avec au moins la moitié des pays enregistrant les taux les plus élevés de prévalence au monde, selon l'UNICEF en 2014. Sans aucun consentement, sans un centime d'amour à l'égard du conjoint, elles sont contraintes à rester au foyer. Quelle ignominieuse pratique aux yeux de l'univers. Le réseau panafricain des droits des femmes en lien avec le développement WILDAF part en guerre contre cette pratique avec comme arme l'autonomisation de la jeune fille. Il ne s'agit pas tout simplement d'une autonomisation économique, mais il s'agit de faire en sorte que les filles soient totalement renforcées sur tous les plans, économiques, intellectuels, psychologiques, et sur le plan des connaissances qu'elles peuvent avoir pour agir elles-mêmes. Agir en tant que victime potentielle du phénomène, mais agir déjà en tant que victime qui disent non, ça ne peut pas continuer. Nous sommes les principales concernées. Nous décidons d'agir. Selon ce projet de lutte, le mariage précoce et forcé constitue non seulement une violation des droits de l'homme, mais aussi un frein à la contribution de la femme au développement socio-économique de son pays. Violation de droits. Mais d'un autre côté, l'impact, les effets de la pratique sont dévastateurs. Les effets sont dévastateurs parce que, d'abord, sur le plan de la santé, la pratique fait courir beaucoup de risques à ces filles. La pratique met fin à leur processus d'éducation, de formation, de ces filles dont nous avons besoin pour développer nos pays demain. Pour sa part, l'UNICEF projette que 15,1 millions de filles pourront être victimes du mariage précoce et forcé d'ici à 2030 si rien n'est fait pour inverser la tendance. Pendant 5 jours, des acteurs venus du Mali, du Niger et du Togo et des chercheurs vont échanger et harmoniser des stratégies de lutte pour une riposte efficace contre ce fléau. Et parlons toujours de
la jeune fille, les vacances scolaires marquent la fermeture des écoles et facultés afin de permettre aux élèves et aux étudiants de se relaxer. C'est également une période délicate où les jeunes filles sont souvent victimes d'enlèvements, de viols ou toute autre relation ayant pour conséquence les grossesses précoces. Alors, quelles sont les mesures mises en place par l'État pour entraider, pour freiner ce fléau justement dans notre pays, et surtout quel est le rôle des parents pour éviter ces désagréments aux jeunes filles durant cette période de vacances? Les réponses dans ce dossier réalisé par Sonia Aminiko sur un commentaire de Christine Petit-Kialodé. Les vacances, moment de répit et de détente pour les jeunes. Elles peuvent être aussi une période très délicate où les enfants courent certains risques, au nombre desquels la disparition, l'enlèvement, les viols et les grossesses précoces. La grossesse précoce, c'est toute grossesse survenant chez la jeune fille qui n'est pas encore mature, celle-là qui n'est pas encore prête. Elle est peut-être à l'école, elle est à l'école, on a vu des grossesses à l'école primaire, elle est au secondaire ou elle est en apprentissage dans les établissements de formation extrascolaire. À propos des grossesses précoces ou non désirées, peut-on les éviter et comment? Toute jeune fille peut se dire aujourd'hui, je peux ne pas tomber enceinte. Et en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, nous avons la première possibilité que chacun de nous, chacune de ces adolescentes a, c'est l'abstinence sexuelle. Très souvent, les jeunes filles se disent les rapports sexuels sont obligatoires. Mais il n'y a pas de rapport sexuel obligatoire. Je dois savoir que le rapport sexuel que je désire avoir doit être protégé. Protéger ce rapport sexuel voudrait dire utiliser les préservatifs. J'ai une amie qui a vu sa fille s'est fait violer dans leur maison. Sa fille a 17 ans. Elle est en première et elle a échoué. Je sais que c'est ça qui est à la base parce que la grossesse fait déjà 4 mois. Et la fille est tellement timide que quand ça s'est passé, elle n'a même pas pu dire à sa mère. Pour justement venir à bout de ces délits, l'État togolais a mis en place plusieurs mesures en vue de sanctionner les auteurs. Au-delà des dispositions légales et juridiques, les parents d'élèves ont eux aussi un grand rôle à jouer durant ces vacances. Et il n'y a que cette période de vacances où vraiment nous devons nous consacrer à leur vie, à leur devenir. Au cours de l'année scolaire, en tant que parents, nos sujets de discussion portent uniquement sur les questions de l'école. Et en vacances, nous devons faire l'effort d'élargir la discussion avec l'enfant et intensifier aussi notre rôle d'encadreur, notre rôle de parent. Les vacances, c'est une bonne chose, mais les vacances sont des dangers. Donc, la première solution, le premier conseil à donner, c'est occupez-vous, jeunes filles, occupez vos enfants, les parents. Il faut également savoir quoi porter avant de sortir. La tenue est très fondamentale parce que toute situation qui va amener le garçon à vous
désirez, vous, en tant que fille, vous devez l'éviter. La prudence est donc de mise pour permettre aux enfants et adolescents de passer les vacances en toute sécurité afin de bien pouvoir entamer la future année scolaire. Et parlons justement des mesures punitives mises en place par l'État et à les sanctions mises en place, ce sont des amendes et des peines d'emprisonnement. Et un numéro vert a également été mis en place pour dénoncer tout cas de viol ou de violence commis sur un enfant ou une jeune fille. Autre actualité, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun œuvrent pour la mise en œuvre d'une infrastructure de paix dans notre pays. Un instrument qui appelle à un changement de comportement citoyen pour mieux bâtir un Togo sur la voie d'un véritable développement. Serge Tastom, Silver Abdou. Pour bâtir une paix durable au Togo, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, envisage la mise en place d'un outil susceptible de préserver certaines valeurs, notamment le leadership, l'état de droit, la promotion de la gouvernance démocratique ainsi que la réconciliation. Cet engagement se situe dans le contexte des actions que mène le PNUD pour favoriser une plus grande cohésion sociale et une nation plus résiliente au conflit. Les acteurs nationaux et locaux vont donc mener des réflexions sur le type d'instruments à mettre en place en vue d'orienter le Togo à renforcer davantage son processus de réconciliation nationale. Les personnes qui seront formées au cours de ces ateliers seront les relais auprès des communautés, auprès des populations, pour qu'ensemble qu'on puisse mettre en place peut-être cette structure de la paix, qui est gage de développement. Parce que sans paix, on ne peut pas parler de développement. Et je pense que le Togo s'est lancé dans une dynamique de développement assez poussée et qui fait que nous sommes, nous les partenaires techniques et financiers, dans cette mouvance de l'accompagner, et les populations doivent être également au cœur de ce processus. L'infrastructure de paix, c'est tous les mécanismes qui sont mis en place. Quand on parle de mécanismes, c'est d'abord peut-être comprendre c'est quoi les sources des conflits. C'est également voir quelles sont peut-être les dynamiques qu'il faut enclencher pour les résoudre. Et cela passe par des techniques de négociation, des techniques d'échange, de discussion. Cet outil va permettre d'amener tous les acteurs à contribuer efficacement à l'édification d'une infrastructure de paix au Togo. Cette rencontre fait suite à une série de concertations déjà organisées à l'intérieur du pays, notamment Sokodé et Noitien. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières renforce sa collaboration avec la justice en matière d'application de la loi par rapport à la mauvaise gestion des ressources naturelles dans notre pays. Ce département a organisé à Kara, pour le compte des magistrats de la partie septentrionale du pays, une session d'échange sur le code forestier et sur le manuel de procédure de contrôle forestier. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Le Togo dispose depuis 2008 d'un code forestier. L'application de cet instrument a montré certaines limites. Le document n'a pas prévu les paradigmes de la criminalité forestière et environnementale, par exemple. Pour pallier ces insuffisances, d'autres tests ont été élaborés, notamment le manuel de procédure de contrôle forestier. Dans l'optique de permettre aux praticiens du droit de mieux maîtriser ces outils, des rencontres d'échange ont été initiées, à l'instar de celle-ci qui a regroupé les magistrats des régions centrales, Kara et Savane. On s'est dit que par rapport au nouveau paradigme tel que l'abattage des éléphants
ou des espèces protégées de façon générale, il fallait se voir avec les procureurs et les juges de siège pour voir comment ils peuvent nous aider à réprimer sévèrement tout ce qui cause des dommages environnementaux. Les participants ont trouvé cette rencontre salutaire, en ce sens qu'elle leur permet d'apprendre certaines dispositions particulières en dehors du code pénal et du code de procédure pénale. Je voudrais saluer cet atelier en ce qu'il réveille et conscientise tous les acteurs de la filière ligneuse chez nous, dans notre pays, sur la nécessité qu'il y a non seulement à exploiter, mais à exploiter raisonnablement, rationnellement et éco-durablement. Parce que va se poser la question, quelle terre allons-nous laisser à nos enfants demain si aujourd'hui, ici et maintenant, nous dévastons tout? Il y a lieu de souligner également la nécessité d'une collaboration renforcée entre l'administration des eaux et forêts d'une part et l'administration de la justice d'autre part pour la constatation des infractions et la poursuite des auteurs de ces infractions. Cette rencontre d'échange a pu se tenir grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. À l'étranger, aux États-Unis, après les républicains, les démocrates sont en convention ce lundi. Une grande convention qui devra adouber Hillary Clinton, mais qui s'ouvre sur un grand scandale de favoritisme. L'ex-chef de la diplomatie américaine aurait été favorisé au détriment de son adversaire Bernie Sanders lors des primaires. Regardez. La patronne du Parti démocrate copieusement huée par les militants. Elle vient de démissionner au premier jour de la convention. L'unité devait être le maître mot, raté. Un scandale vient d'éclater. La direction du parti n'a pas été neutre dans la primaire. Des échanges de courriers prouvent qu'Hillary Clinton a été régulièrement favorisée au détriment de son rival Bernie Sanders. Ses partisans sont en colère et ne vont pas facilement rallier la candidate. Je n'ai plus aucune opinion positive sur Hillary Clinton. Elle a été malhonnête et elle a bénéficié des fraudes pendant les primaires. Donc j'ai vraiment du mal à lui faire confiance. Vous allez voter pour elle? Il y a peu de chance. Unlikely. Bernie Sanders et ses millions de supporters devaient apporter leur soutien à Hillary Clinton lors de cette convention. Mais ce scandale crée une division profonde. C'est un scandale et c'est triste d'avoir les ténors du parti qui ont essayé de torpiller ma campagne. Voilà Hillary Clinton accusée d'avoir profité de la bienveillance de l'appareil du parti. Elle tente de se défendre. Je ne peux pas parler de ces gens car je ne travaille pas avec eux. Ils disent ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas commenter. Quant à ses partisans, ils feignent de ne pas être inquiets par cette nouvelle polémique. Elle est attaquée de toutes parts depuis 20, 30 ans. Mais au bout du compte, je ne crois pas que ça puisse la pénaliser. Ce soir, Bernie Sanders devrait monter sur la grande scène de la convention. L'ambiance devait être à la fête. Elle est déjà gâchée. Retour en page nationale où le secteur de l'art et de la cinématographie veut se professionnaliser et davantage. Et pour cela, une vingtaine d'acteurs du secteur sont en formation de 5 jours depuis ce lundi à Lomé. Les thèmes porteront sur la gestion des projets culturels et la mobilisation des fonds d'art. Des précisions avec Sonia Aménico et Christine Petit-Calodé.
Le secteur culturel est aujourd'hui considéré au Togo comme un domaine majeur capable de contribuer au développement socio-économique. C'est pour cette raison que depuis 2013, le gouvernement a mis en place le Fonds d'aide à la culture FAC. Mais depuis son opérationnalisation, deux problèmes majeurs se dégagent selon les rapports de gestion. La majorité des demandes reçues par le FAC souffrent d'insuffisance dans leur élaboration et montage. La plupart des projets financiers rencontrent aussi des difficultés dans leur phase de réalisation. Arterial Network Togo apporte son expertise. Il forme les acteurs culturels en gestion de projets et en collecte de fonds d'art. Cette formation que nous donnons, il y a deux volets. La gestion du projet même. Nous allons nous attarder sur le confectionnement d'un projet projet culturel vers le FAC pour montrer aux participants comment on élabore un projet. La deuxième phase, c'est le FAC vient en soutien. Le FAC ne donne pas tout l'argent que le projet demande. On va aussi se pencher sur la levée de fonds. Vous avez donné un projet au FAC, mais il faut avoir tout le budget, il faut savoir chercher les fonds. Arterial Network est un réseau panafricain de la société civile qui regroupe des artistes, des organisations et des institutions engagées dans le secteur créatif africain. Cette formation pilote cible les artistes, les gestionnaires de projets culturels et artistiques, les administrateurs de structures et d'événements culturels qui ambitionnent de soumettre leurs projets au FAC. Une quarantaine d'agents des douanes de l'Office togolais des recettes OTR en fin de formation ont regagné le commissariat des douanes et droits indirects ce matin à Lomé. Et après leur intégration dans ce corps paramilitaire, ils ont effectué une première sortie sur le terrain pour une campagne de sensibilisation des populations sur le trafic illicite du carburant et les conséquences liées à ce phénomène. Le compte rendu avec Arnaud Kili. L'Office togolais des recettes OTR renforce les capacités de son personnel pour plus d'efficacité dans la collecte des taxes et impôts. Une quarantaine d'agents des douanes, après une formation militaire, vient renforcer les effectifs du commissariat des douanes et droits indirects. Le premier exercice de ces agents avant leur insertion a consisté en une campagne de sensibilisation sur la vente illicite du carburant. Un phénomène qui non seulement nuit à l'économie nationale, mais aussi comporte des risques sécuritaires. Le commissariat des douanes et des droits indirects constitue le volet paramilitaire de notre institution, de l'Office, et nous venons de recevoir la première vague de personnel formé sur un plan militaire. Et ce matin, sur instruction du commissaire général de l'Office togolais des recettes, nous avons eu à mener une action en termes de sensibilisation dans la ville de Lomé. Depuis un certain temps, prolifère encore aux abords de nos routes ce fléau, la vente de carburant entré en contrebande dans le pays. Nous avons donc constitué des équipes avec le personnel formé pour aller d'abord dans une première phase de sensibilisation à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs qui se livrent à ce genre de commerce qui constitue d'abord un véritable fléau à l'endroit de l'économie de notre nation, et puis également un phénomène d'insécurité. Vous savez que la vente et la distribution donc des produits
pétrolier est très encadré au niveau national. Et si on vend ce carburant à l'air libre, c'est très dangereux pour la population, pour ceux qui vendent pour les agglomérations, etc. Avant de regagner les rangs, le commissaire des douanes et droits indirects a rappelé à tous les valeurs et les principes de l'OTR. Il a remercié le commissaire général et la hiérarchie militaire qui ont facilité la formation de ces agents. Direction maintenant Yadé dans la Cosa où la paroisse Sacré-Cœur de la localité est en fête. Elle célèbre ses 90 ans d'existence et sa consécration au Seigneur. Et l'événement a été marqué par une messe qui a rassemblé d'éminentes personnalités dont le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Pitan Tchala, représentant personnel du chef de l'État. Le compte rendu de la messe avec la marque Podiona. La famille de Dieu de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Yadé est en fête. Elle célèbre les 90 ans et sa consécration au Seigneur. La messe de consécration a rassemblé d'éminentes personnalités au devant desquelles le représentant du chef de l'État, le président de la HAC, Pitan Tchala, pour ce jubilé de granit de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Yadé. Le curé Patrice Lemdayou, qui a pris en premier la parole, a situé l'événement et souhaité la bienvenue à l'assistance. La messe a été présidée par l'évêque de Kara, Monseigneur Jacques Dankalonga, entouré de l'évêque de Dapan, Monseigneur Jacques Agnulunda, et de Monseigneur Ambroise Dioliba, évêque émérite de Sokodé. La consécration de cette église marque le jubilé de granit de cette paroisse qui est la première en date du diocèse de Kara. 90 ans d'existence. 90, c'est à la fois peu et beaucoup. 90, c'est peu. Quand on pense à l'éternité, chers amis, nous sommes faits pour l'éternité. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes en marche vers le Père qui était, qui est et qui sera. Donc 90 ans, c'est peu, c'est rien du tout par rapport à l'éternité, ou encore par rapport aux églises qui ont une histoire pluriséculaire. Mais 90 ans, c'est beaucoup. Quand on se situe dans l'aujourd'hui de Dieu, 90 ans, c'est beaucoup quand on sait que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Pour Dieu, en effet, tout est au présent. En cette année du jubilé extraordinaire de la miséricorde, il est heureux de célébrer cet événement comme signe de la bonté de Dieu envers son peuple. Il est heureux de le célébrer comme appel renouvelé de Dieu à lui faire confiance. La paroisse a donné plus de 20 prêtres diocésains et religieux au pays. Le premier prêtre diocésain de tout le Nord Togo est issu de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Yadé, en la personne de Monseigneur Chrétien Pakpessi de regrettée mémoire. En cette année jubilaire, la paroisse compte encore des aspirants à la vie sacerdotale et des grands séminaristes. 2 seront ordonnés prêtres
dans le courant de cette année. Pour marquer cette année jubilaire aussi, des travaux d'agrandissement ont été réalisés. Plusieurs rites ont marqué cette cérémonie de consécration, à savoir la déposition des reliques de Saint-Augustin, prière de la dédicace, onction de l'autel et des murs, encensement et illumination de l'église. Voilà, c'est sur cette ambiance religieuse que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.